choses ont changé depuis 10 ans en Afrique, sur tous les plans. C'est une accélération de l'histoire. On voit d'abord des taux de croissance très élevés, au-dessus de 5%, parfois 10% dans certains pays. On voit une explosion démographique, il y aura bientôt 1 milliard d'Africains. L'urbanisation s'accélère. En 2050, il y aura plus d'Africains en ville qu'à la campagne. Donc l'Afrique est en train de bouger sur tous les plans. Et la question c'est, est-ce que ces évolutions vont permettre à l'Afrique d'avoir son indépendance et de trouver son développement autonome, indépendant de tous les impérialismes. Les citoyens africains se mobilisent dans tous les pays. C'est sans doute ça qu'il faut observer maintenant. Est-ce que les peuples vont pouvoir prendre le pouvoir et imposer une évolution des choses conforme à leurs souhaits? Le changement climatique a des conséquences très graves en Afrique et d'après les études, parfois plus graves en Afrique que dans d'autres continents, parce que la hausse des températures sur le continent africain est 1 ou 2 degrés plus élevée qu'ailleurs. Et donc on va voir la désertification, donc l'avancée du désert, certains lacs comme le lac Tchad qui vont se rétrécir. On va voir donc des conséquences sur l'agriculture, donc l'alimentation, puisque évidemment l'agriculture est encore vivrière en Afrique, c'est-à-dire elle permet aux gens de vivre. Les responsables du changement climatique, en gros, ce sont les Européens, les Américains, les Chinois, et ce ne sont pas les pays africains. Donc le continent africain se trouve dans une situation où il est impacté, touché, mais il n'a pas forcément les clés pour agir et transformer les choses à son profit. Et l'un des enjeux de la conférence climat qui va avoir lieu à Paris au mois de décembre, ce sera de faire entendre la voix des pays du Sud par l'intermédiaire des pays africains, mais aussi bien sûr des associations qui veulent qu'au-delà des grandes déclarations, il y ait des décisions prises et que les pays africains soient soutenus collectivement pour lutter contre la désertification et tous les changements néfastes dus aux transformations du climat. Alors d'un côté, c'est intéressant parce que ça apporte des capitaux pour le continent africain, ça apporte aussi concrètement des infrastructures parce que les Chinois, lorsqu'ils négocient des contrats, par exemple, disent en échange de droit d'exploiter une mine, nous allons construire un hôpital, nous allons construire une route. Ils pratiquent du troc, si vous voulez. En revanche, c'est plus problématique côté droits de l'homme, parce que les Chinois ne s'intéressent pas du tout aux droits de l'homme. Ils vont soutenir des régimes dictatoriaux, ils vont contribuer à la dissémination des armements dans la corne de l'Afrique. Donc ça, c'est beaucoup plus problématique et comme vous savez, les Chinois acceptent très peu la régulation internationale. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils font ce qu'ils veulent parce que c'est leurs intérêts. Donc là, il y a un vrai souci et en Afrique, les populations sont inquiètes parce qu'elles trouvent que les Chinois ne jouent pas le jeu de l'emploi. C'est-à-dire les Chinois vont investir, mais ils ne vont pas embaucher d'Africains. Donc ils arrivent, en République démocratique du Congo par exemple, ils vont s'implanter, construire des routes pour aller dans une mine, mais ils vont arriver aussi avec leurs cadres, avec leurs employés chinois. Et ils ne vont pas embaucher de Congolais. Et en même temps, ils arrivent avec eux toutes sortes de produits à bas prix, des objets en plastique qui sont très nombreux et qui vont concurrencer les artisans locaux. Donc la présence chinoise produit des bouleversements, elle apporte des choses mais elle pose aussi beaucoup de questions au continent africain. Donc l'Union européenne avait un système de stabilisation des prix des matières premières qui était une forme de soutien financier qui garantissait aux pays africains des revenus réguliers. Malheureusement, l'Union africaine a abandonné cette politique en 2000 par les accords de Cotonou sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a décidé de faire du libre-échange classique et de ne plus du tout intervenir sur les prix.
Et donc maintenant, l'Union européenne fait comme tout le monde, comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, du libre-échange, du libéralisme, voire de l'ultralibéralisme. Donc l'Union européenne s'est banalisée et vous avez raison de souligner que finalement, cela devient une manière de faire des affaires comme une autre et non plus finalement une véritable politique de développement. Donc on fait des affaires et on appelle ça la coopération internationale. Alors les résultats sont très mitigés, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez des vraies choses qui marchent, c'est-à-dire que la coopération permet de soutenir certains projets culturels ou certains projets d'assainissement de l'eau, d'accord? Mais globalement, l'aide reste quand même une aide conditionnée, c'est-à-dire que les pays africains, pour bénéficier de l'aide internationale, européenne comprise, ils doivent satisfaire à des politiques économiques qui sont toutes des politiques libérales. Nous pensons au monde diplomatique que ces politiques néolibérales ne sont pas bonnes pour les pays africains, elles sont bonnes pour personne, hein, mais elles ne sont pas bonnes pour les pays africains parce qu'elles les obligent à se soumettre à une concurrence internationale qui est déloyale, puisque par exemple le Mali ou le Sénégal, qui sont des pays économiquement faibles, se retrouvent avec le libre-échange en concurrence avec l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, et c'est forcément la concurrence des gros contre les petits. Donc nous pensons qu'il faudrait prévoir pour les pays africains des politiques plutôt de souveraineté alimentaire, par exemple, de protection des marchés intérieurs. Et l'aide internationale devrait avoir cet objet-là, non pas inciter les pays à entrer dans le libéralisme international, mais les autoriser à déroger pendant une période aux règles internationales de manière à pouvoir s'adapter, grandir, soutenir leurs économies intérieures et pouvoir affronter ensuite l'économie mondiale. L'Occident a construit son développement sur deux valeurs, l'individualisme et l'accumulation des richesses. Le modèle occidental, c'est ça, l'individualisme, l'accumulation des richesses. En Afrique, depuis des siècles, c'est finalement un peu le contraire. C'est-à-dire, au lieu d'être individualiste, on développe un sens de la communauté. Au lieu d'être pour l'accumulation des richesses, on est dans la répartition et la redistribution des richesses. Si vous regardez toutes les sociétés traditionnelles africaines depuis le Moyen-Âge, elles sont basées sur un sens du groupe, de la collectivité, de la communauté, et sur l'idée que l'accumulation des richesses n'est valable que si elle est redistribuée envers la communauté et si elle est partagée finalement dans l'ensemble des habitants d'un village ou d'un pays. Et on voit bien qu'il y a une contradiction entre ces valeurs traditionnelles et le modèle capitaliste. Donc des auteurs comme Aminata Traoré se disent finalement le problème de l'Afrique, c'est peut-être que le capitalisme ne lui convient pas, le capitalisme n'est pas conforme aux valeurs africaines et donc ça explique qu'on n'arrive pas à développer l'Afrique. Et Aminata Traoré dit l'Afrique n'est pas en retard de développement, elle est en résistance par rapport au modèle capitaliste qui ne lui convient pas. Alors il y a sans doute des choses à réfléchir de ce côté-là. Et en tout cas, on peut réfléchir à la question, est-ce que le capitalisme est adapté à tout le monde? Et est-ce qu'il est adapté à tous les continents? Est-ce qu'il est adapté au continent africain? En tout cas, on s'aperçoit qu'en Afrique, il y a une vraie interrogation sur les valeurs et sur la question de qu'est-ce que le développement? Que signifie le développement? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les sociétés et la vie des gens très concrètement? L'Union africaine, qui est l'équivalent de l'Union européenne, a une charte des droits de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette charte des droits de l'homme prévoit un chapitre sur les devoirs de l'individu envers la collectivité. Et ça, c'est très spécifique finalement au continent africain. À côté des droits de l'individu qui sont garantis, il y a l'idée que l'individu a aussi des devoirs envers les autres individus et envers la collectivité. Et peut-être que nous pourrions apprendre de l'Afrique des choses du côté de ce sens de la communauté, ce sens du devoir envers les autres, ce sens du devoir aussi envers l'environnement. Et donc, au-delà des difficultés de l'Afrique, nous aurions peut-être intérêt à observer ce que sont les valeurs africaines traditionnelles
dans leurs aspects positifs, puisque toutes les sociétés ont des valeurs positives ou négatives, bien sûr. Là, on pourrait regarder ce que les sociétés africaines ont comme valeurs positives, et notamment les questions du lien social, et voir ce qu'elles pourraient nous apporter à nous, puisque nous, en Occident, on est confrontés au phénomène de la montée des inégalités, de la solitude, beaucoup des gens, les personnes âgées, et du fait qu'on souffre finalement d'une rupture du lien social. Peut-être qu'en regardant la manière dont les sociétés africaines résistent collectivement, y compris au milieu des difficultés les plus graves, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions à nos problèmes. Quel est le pays le plus exemplaire en Afrique? C'est très difficile ça comme question, parce qu'ils sont tous très différents et ils sont tous en train de se battre pour essayer de sortir de leurs difficultés. Beaucoup de pays mériteraient notre attention. 2 pays me viennent comme ça spontanément. Le Sénégal, parce que la tradition démocratique du Sénégal est très ancienne et qu'ils connaissent le multipartisme depuis longtemps. Même sous la colonisation française, les Sénégalais noirs avaient le droit de vote. Et donc, il y a une vie démocratique extrêmement forte, profonde au Sénégal, qui fait que la population est très sensible au débat démocratique, très dynamique et très volontaire. Donc ça, c'est très sympathique à observer. L'autre pays auquel on pense est évidemment l'Afrique du Sud, parce qu'elle est peut-être en train d'imaginer une forme de développement à l'africaine. C'est-à-dire que vous avez à la fois le capitalisme moderne très classique, on peut être à Pretoria ou à Johannesburg comme on est à Londres ou à Washington, c'est le même capitalisme, c'est moderne, toutes les technologies sont là, voilà. Et puis en même temps, il y a la présence des valeurs africaines, il y a, sous la tutelle évidemment des grandes figures comme Nelson Mandela, la recherche de ce que pourraient être des valeurs sud-africaines propres au niveau social, au niveau du respect des communautés. Et donc c'est intéressant à observer si l'Afrique du Sud va arriver à faire une alchimie qui pourrait montrer ce qu'est un pays émergent, à la fois complètement moderne comme les autres pays et en même temps véritablement africain, avec un travail sur les valeurs et peut-être une locomotive pour le reste du continent. Et je connais plus au sud du Sahara, mais on avait des pratiques religieuses pacifiques, fraternelles, voire bon enfant. Et depuis les événements au Proche-Orient, on voit arriver sur le continent africain, au sud du Sahara et au Maghreb, un islam plus dur, plus fondamentaliste, plus radical, qui déstabilise les sociétés et qui, par exemple, produit des régressions sur les droits des femmes. Au Maghreb, depuis les années 1960, les femmes avaient obtenu beaucoup de droits. Elles ne portaient plus le voile, par exemple, sauf si elles le souhaitaient elles-mêmes. Et donc, il y avait eu une forme de modernisation de l'islam où les gens pratiquaient leur foi tout à fait tranquillement, avec des droits tout à fait modernes. Et là, on a une très forte déstabilisation. Et l'enjeu, vous avez raison de le souligner, c'est est-ce que les mouvements révolutionnaires, tels que celui qui a renversé Ben Ali en Tunisie, vont permettre un saut dans la modernité de ces sociétés qui sont traversées de tensions extrêmement fortes. Alors la situation est très contrastée. Alors il faut aussi ajouter à ça que l'un des soucis, c'est le rôle néfaste que jouent des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui vont financer des mouvements extrémistes en Afrique. C'est-à-dire il y a la question des mouvements africains, proprement africains, et puis il y a les influences extérieures extrémistes, type Qatar ou Arabie Saoudite, qui ont beaucoup d'argent et qui vont soutenir les mouvements les plus extrémistes, ceux qui vont déstabiliser des pays, entretenir des mouvements radicaux. Et là, les pays occidentaux ne sont pas clairs, puisqu'ils continuent, je pense à la France, aux États-Unis, à être très amis avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, alors qu'on sait très bien que ces pays sont dangereux dans la mesure où ils vont soutenir, même parfois certains carrément Daesh, et on n'est pas honnête, on n'est pas courageux, je pense à la France particulièrement, puisqu'on a une alliance avec l'Arabie Saoudite maintenant qui finance l'achat de nos avions Rafale, et donc du coup on ne dit plus rien à l'Arabie Saoudite. Le Qatar aussi achète beaucoup de choses en France, du coup on ne dit plus rien au Qatar, et ça c'est une lâcheté
extrêmement dangereuse et il faut que nos pays, l'Union européenne, soit suffisamment courageuse pour dire à l'Arabie Saoudite et au Qatar, vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux et il faut que vous cessiez de financer des mouvements radicaux. Et c'est une vraie menace. C'est une vraie menace parce qu'ils ont de l'argent qui vient souvent du Proche-Orient, parce qu'ils profitent du fait que dans le Sahel, l'État est faible, c'est-à-dire les États de la région n'ont pas les moyens de lutter contre l'extrémisme. Les armées sont faibles, la police est faible. Et là aussi, les Occidentaux doivent s'interroger sur leurs responsabilités, parce que les États africains ont été affaiblis par les politiques néolibérales. Depuis 30 ans, on a des politiques économiques, nous les Européens, qu'on impose en Afrique, qui fragilisent les puissances publiques, qui fragilisent les États. Et aujourd'hui, les États africains n'ont plus les moyens de lutter en finançant, par exemple, des armées ou des polices pour donc affronter les islamistes. L'autre chose très inquiétante, c'est que vous avez des criminels, par exemple des gens qui font du trafic de drogue en Afrique du Sahel, et qui vont dire, pour des raisons d'opportunisme, eh bien, nous sommes Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais c'est juste une façon pour eux de se mettre une étiquette et de transformer un trafic criminel en problème religieux. Mais pour eux, ils ne sont pas plus musulmans que vous ou moi. Simplement, c'est tactique pour eux, pour dire si vous m'attaquez moi, vous attaquez en fait la religion musulmane. Mais ces gens sont des criminels. Et on a un phénomène extrêmement inquiétant de transformation de la criminalité dans le Sahel en problème religieux, alors que ce n'est pas du tout religieux. Donc il faut faire attention à ça. Et le Sahel est devenu une espèce de bande de terre où les frontières n'existent plus et qui est le paradis de tous les trafiquants d'armes, de drogue, d'êtres humains aussi, où il n'y a plus aucun contrôle. Et le problème, c'est que les Occidentaux n'ont face à ce problème qu'une réponse sécuritaire. C'est-à-dire la seule chose qu'on est capable de faire, c'est d'envoyer l'armée, comme la France, on va envoyer l'armée française, et on croit qu'on règle le problème uniquement de cette manière. Mais ce n'est pas vrai, parce que la réponse sécuritaire n'est qu'une réponse de court terme. On sait très bien que le développement de ces mouvements extrémistes a des causes profondes qui tiennent à la pauvreté des populations et à l'affaiblissement des États. Et si on veut lutter contre la déstabilisation des pays africains, il faut lutter contre les causes profondes de ces déstabilisations, c'est-à-dire transformer les politiques économiques et permettre un véritable développement des pays africains. Et on voit bien par exemple pour le Mali que l'intervention française d'il y a 2 ans a résolu le problème quelques mois, mais que maintenant c'est reparti parce que les causes profondes sont toujours là.